Speak, prosodie rate égale 90%, Ivan le Terrible. Le tsar russe qui a plongé son royaume de terreur. Pouvez-vous imaginer la folie d'un roi capable de tuer ses propres enfants? Découvrez la vérité derrière cette histoire choquante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous parlons des Ivan IV, le tsar qui vous laissera essouffler. Un homme enveloppé dans un mystère, dans la patte de la légende et de la dure réalité. Était-ce un génie militaire, un dirigeant capable d'élargir l'empire russe comme personne auparavant? Ou était-ce un tyran fou, un monstre qui a plongé son peuple dans la terreur et le sang? La réponse, comme vous le verrez, est beaucoup plus complexe que vous ne l'imaginez. Un mélange de lumière et d'obscurité qui définit son héritage à ce jour. Son ascension vers le trône à 3 ans vous donne déjà une idée de l'environnement turbulent qu'il a dû vivre. L'instabilité politique et les difficultés de pouvoir ont marqué leur enfance, forgeant un caractère fort, mais aussi volatile. Imaginez la pression, la solitude, le poids d'une couronne trop grande pour une si jeune tête. Comment imaginez-vous que tout cela a affecté son développement? À mesure qu'il grandissait, Ivan IV est devenu un brillant chef militaire, élargissant les frontières russes et face à de puissants ennemis. Ses victoires militaires ont nourri son ambition, mais aussi sa paranoïa. Et la peur de la trahison, les complots, est devenue une obsession qui le consommerait petit à petit. Pensez au pouvoir absolu, à la solitude du trône. Comment imaginez-vous que vous vous sentiez? Imaginez la Russie du XVIe siècle. Un vaste territoire, même dans le processus d'unification. Moscou, votre centre nerveux, s'est développé lentement, mais avec une force imparable, absorbant les principautés et consolidant sa puissance. C'était une période de guerre constante, de lutte pour le contrôle des terres fertiles et des routes commerciales, avec une armée en mouvement constant. La paysannerie, l'épine dorsale de la société russe, a vécu une dure existence, marquée par la servitude et la pauvreté. Beaucoup ont été contraints de travailler le terrain pour les boyardos, la noblesse du propriétaire foncier, soumis à un système féodal qui leur a laissé quelques occasions d'améliorer leur situation. Et la vie était une lutte constante pour la survie. L'Église orthodoxe russe a joué un rôle crucial dans la vie des gens, offrant non seulement un guide spirituel mais aussi une structure sociale vitale. Les monastères étaient des centres d'apprentissage et de pouvoir, influençant la politique et la culture. Les icônes religieuses, les vraies œuvres d'art, les églises et les maisons ornées, reflétant la profonde foi du peuple. Mais ce vaste empire, en formation complète, faisait face à des menaces externes constantes. Les Tartaros de la Crimée, les Suédois et les Polonais représentaient des dangers latents, en concurrence pour le contrôle territorial et le domaine politique. L'expansion de la Russie a nécessité une puissante force militaire et un leadership décisif, les qualités que Ivan IV, dans son ascension au pouvoir, semblait posséder en abondance, bien que son règne soit marqué par une tragédie. Mais revenons à Ivan. Il est né en 1530, au milieu des intrigues de la cour de Moscou. Son enfance a été marquée par la violence et l'instabilité, témoin des luttes de pouvoir chez Boyardo, la noblesse russe. Son père, Vassili III, est décédé quand il avait à peine 3 ans, laissant le trône à un enfant vulnérable dans une mer d'ambition. Son enfance était l'enfer. La régence de sa mère, Elena Glinskaya, a tenté de maintenir le contrôle, mais était un règne court et turbulent, plein de complots et de meurtres. Les Boyardos se sont battus pour le pouvoir, utilisant le jeune Ivan comme pièce dans son jeu mortel. Imaginez la pression, la peur constante. À 8 ans, Ivan était déjà le grand prince de Moscou, mais dans la pratique, il était à la merci des Boyardos. Il a subi des humiliations et des menaces constantes. Le vrai pouvoir n'était pas entre ses mains, mais chez ceux qui l'entourent, manipulant sa vie et son avenir. Et la couronne, un poids trop grand pour ses petites épaules. Cependant, à mesure qu'il grandissait, Ivan a appris les règles du jeu. Il a observé, analysé et forgé sa propre personnalité, un mélange d'intelligence, de paranoïa et une soif de pouvoir qu'il a consommé. Dans sa jeunesse, l'homme qui deviendrait la terreur de la Russie était déjà geste. Mais la brutalité de son enfance n'a pas complètement défini Ivan. À 16 ans, il a épousé Anastasia Romanovna, une femme de beauté incomparable, appartenant à une famille influente mais pas si puissante qu'elle menaçait son règne. Anastasia est venue d'une atmosphère plus stable et cultivée que Ivan ne le savait, et son influence sur lui était immédiate et profonde. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Anastasia était connue pour son intelligence, sa bonté et sa dévotion religieuse. Contrairement aux intrigues palatiales auxquelles il était habitué, dans Anastasia, il a trouvé calme et contrepoint à la violence qui l'entourait. Son influence a été ressentie devant le tribunal, adoucissant le caractère irascible du jeune tsar et promouvant une période de paix relative. Au cours de ces années ensemble, Anastasia a donné naissance à plusieurs enfants, renforçant davantage le lien entre eux. Elle a exercé une influence modératrice sur le caractère d'Ivan, l'aidant à contrôler ses impulsions violentes et à gouverner avec une plus grande justice. Sa présence était un baume pour son âme tourmentée, une oasis de paix dans un royaume convulsif. Mais ce calme apparent s'est bientôt cassé. Vous verrez comment, après la mort de son père, Ivan a hérité d'un immense et complexe empire, une responsabilité qui, à 16 ans, était écrasante. Telle la pression de la couronne, les intrigues palatiales et la menace constante des rébellions sont devenus un terrain reproducteur pour leur instabilité. Ils ont commencé à émerger leur changement d'humour soudain, passant de l'euphorie à la colère avec une vitesse terrifiante. À un moment il sourit.
le suivant. Son visage est devenu sombre et menaçant. Ces explosions de fureur sont devenues de plus en plus fréquentes et imprévisibles. Parfois, il se dirigeait contre leurs serviteurs, qu'il a punis de cruauté impitoyable par les plus petites infractions. D'autres fois, leurs explosions de colère se dirigeaient vers les membres de la noblesse, générant un climat de peur constant devant les tribunaux. C'était comme si une force sombre le dominant, le conduisant à la violence sans aucun contrôle. Son esprit, qui semblait brillant à certains moments, s'assombrit d'une facilité alarmante. La paranoïa est devenue une autre de ses caractéristiques les plus inquiétantes. Et elle se méfiant tout le monde, même de ses alliés les plus proches. J'ai vu des traîtres partout, des complots dans chaque conversation. Cette méfiance malade l'a amené à prendre des décisions impulsives et cruelles, basées sur des soupçons non fondés, en semant la terreur dans son propre royaume. L'instabilité émotionnelle d'Ivan était déjà un secret de Polichinelle, un présage de la violence qui n'était pas encore venue. La pression était immense. Pour contrôler les boyardos, la noblesse russe, Ivan a créé Oprichnina, une force de police secrète et brutale. Imaginez une armée privée, fidèle au tsar, avec le pouvoir d'exécuter quiconque sans procès. Ils étaient les Oprichniki, vêtus de noir, avec une tête de chien et un balai attaché à leurs assemblées, symbolisant sa mission de nettoyer le royaume des traitors et des ennemis. Sa mission était d'éliminer quiconque envisagerait une menace, d'être une bouée puissante, des prêtres influents ou même des paysans qui se sont plaints. Et il n'y avait aucune garantie, même pour la famille du tsar. Vous verrez comment Oprichnina a semé une terreur dans tout le royaume, transformant la Russie en un endroit où la paranoïa et la violence étaient la norme. Oprichnina n'était pas simplement une force de police. C'était un instrument de terreur qu'Ivan a utilisé pour consolider son pouvoir absolu. Il s'appropriait des terres et des propriétés de la noblesse, enrichissant le tsar et en augmentant leur contrôle. Des milliers de personnes ont été exécutées, leurs familles dépossédées, leurs noms supprimés de l'histoire. Observez comment cette force implacable a déstabilisé l'Empire, laissant derrière lui une trace de mort et de destruction. Ce pouvoir terrifiant a éclaté sur Novgorod, une ville riche et fière qui a osé défier Ivan. N'oubliez pas qu'Oprichnina n'était pas seulement une force de police. C'était un instrument de terreur, capable d'anéantir toute opposition. Les Oprichniki, avec leurs chiens noirs et leurs vêtements sinistres, ont fait irruption dans la ville, sentant la panique dans les rues. La violence était aveugle. Des milliers de citoyens ont été tués, leurs maisons ont brûlé. Imaginez l'horreur. Le son des épées, les cris des victimes, l'odeur de la fumée et de la mort. Novgorod, symbole de la résistance russe, a été réduit en cendres, un exemple brutal pour tout autre qui a osé remettre en question la puissance du tsar. La chute de Novgorod a été un tournant. Et la brutalité d'Oprichnina a démontré la capacité d'Ivan à écraser toute opposition, quelle que soit la taille ou l'importance. Pour vous, en voyant cela à distance, il est facile de comprendre la peur que la Russie a saisie pendant cette période. Pas de nobles, pas de villes, ne se sentaient en sécurité. Prosodie, speak. Speak, prosodie égal, 90%, la mort d'Anastasia, sa femme bien-aimée, a été un coup dévastateur pour Ivan. Elle était son ancre au milieu de la tempête qui était son règne, la seule personne qui semblait calmer sa fureur. Rappelez-vous comment les chroniques l'ont décrit. Une femme magnifique et intelligente et avec une influence modératrice sur le tsar. Sa perte a laissé un vide insurmontable dans sa psyché déjà fracturée. Certains historiens soulignent l'empoisonnement, d'autres d'une maladie. Quelle que soit la cause, la mort d'Anastasia a marqué un tournant dans la vie d'Ivan. Sans leur influence, leur paranoïa et leur cruauté étaient exacerbées, laissant la place à une spirale de violence et de folie qui oserait encore plus son règne. Selon beaucoup, la perte d'Anastasia a été le déclencheur qui a déclenché la pire partie de l'Oprichnina. Vous avez vu la brutalité de vos actions, non? Maintenant, sans la voix de la raison pour laquelle sa femme représentait, Ivan s'est complètement plongé dans une mer de soupçons, d'exécutions et de terreur, transformant son règne en cauchemar pour ses sujets. Après le coup d'état dévastateur de la mort d'Anastasia, Ivan l'homme terrible a épousé Maria Temryukovna, une princesse de Circassia. C'était une femme jeune et belle, mais son influence devant le tribunal était minime. Vous verrez comment sa position, contrairement à celle d'Anastasia, n'a pas réussi à apaiser la paranoïa croissante et la brutalité du tsar. Maria est venue d'une famille puissante, mais son influence politique était limitée dans le cadre complexe de la cour russe. Malgré sa lignée, elle n'avait pas le charisme ou la sagesse politique d'Anastasia, et son rôle dans la vie d'Ivan était largement limité à la simple formalité d'être sa femme. Son mariage n'a pas réussi à calmer la tempête à l'intérieur d'Ivan. L'absence d'une véritable influence politique de Marie a fait d'elle une figure décorative, incapable de modérer le comportement erratique et de plus en plus cruel du tsar. Vous comprendrez que sa présence n'était rien de plus qu'un écho silencieux dans le palais. Mais le bonheur avec Marie était éphémère. Après plusieurs années de mariage, l'héritier attendu depuis longtemps est venu, Ivan, un enfant qui a suscité des espoirs de stabilité dans le royaume. Vous pouvez imaginer la joie initiale dans la cour, la célébration de la naissance d'un nouveau tsar, un futur héritier du trône de tous les Russes. Mais la joie, comme tant de choses dans la vie d'Ivan, le terrible, s'est avérée éphémère. Des années plus tard, un autre fils est arrivé. Dimitri. L'arrivée d'un deuxième héritier a semblé consolider la succession, offrant une image d'une vraie famille unie et forte. Mais la réalité était beaucoup plus complexe,
beaucoup plus sombre qu'elle ne semblait à l'œil nu. L'ombre de la folie d'Ivan planait sur eux, sur l'avenir de l'Empire. L'arrivée de ses deux héritiers, Ivan et Dimitri, n'a pas apporté la paix attendue. À eu contraire. Il a semé la graine de nouveaux différends et de luttes de pouvoir à l'intérieur de la cour. Chaque naissance, chaque événement qui leur était lié, est devenu un nouveau chapitre de l'histoire de la paranoïa et de la violence du règne d'Ivan le Terrible. Que arriverait-il à ses enfants à l'avenir? La réponse, comme vous le verrez, était terrible. Mais la joie pour Ivan a été rapidement éclipsée par les ombres de suspicion. Vous savez que le règne d'Ivan le Terrible était marqué par la violence et l'instabilité. Dans cet environnement, tout murmure, tout aspect déviant, pourrait être interprété comme une menace pour son pouvoir. Et la paranoïa est devenue son fidèle compagnon, nourrissant ses peurs les plus profondes. Le tribunal est devenu un champ de bataille invisible, où chaque noble a eu du mal à maintenir sa position, à tisser des alliances et à comploter les complots. Ivan, toujours alerte, a vu des ennemis partout. Même leurs propres parents, leurs plus proches confidents, ont été vus avec méfiance. Et la loyauté est devenue un concept diffus, remplacé par la suspicion et la peur. Chaque action, chaque mot, a été méticuleusement analysé par le monarque. Était-ce un échantillon de véritable loyauté ou un stratagème pour le renverser? La paranoïa d'Ivan l'a consommé, ce qui le rend de plus en plus cruel et imprévisible. Et la frontière entre la réalité et la fantaisie s'est estompée, nourrissant un cycle de violence et de méfiance qui balayerait sa propre famille. Dans cet environnement chargé de tensions, la relation entre Ivan le Terrible et son fils, également appelé Ivan, a été irrémédiablement détériorée. Vous savez que les différends pour le pouvoir étaient constants dans la cour russe. Mais dans ce cas, le différend familial est devenu mortel. Un conflit sur la succession au trône, alimenté par des intrigues palatiaux, s'est terminé par une tragédie. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Au cours d'une forte discussion, au milieu de la fureur et de la paranoïa qui l'ont consommé, Ivan le Terrible a frappé son propre fils à la tête avec le sceptre de son roi. Le coup était brutal. Mortel. Le jeune Ivan est tombé au sol. Sans vie. Et la scène a été réduite au silence par l'horreur des quelques témoins présents. La mort de son fils a eu un impact profond sur le tsar. Bien que l'ampleur de ses remords soit soumise à un débat historique. Certains historiens soulignent un véritable repentir ultérieur. D'autres, à une indifférence froide. Ce qui est clair, c'est que cet acte a marqué un tournant, encore plus sombre, sous le règne déjà sombre d'Ivan le Terrible. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Vous connaissez déjà l'instabilité de la cour russe, non? Au milieu de ce maelstrom effrayant et suspicion, Maria Temryukovna, la 5e épouse d'Ivan, est devenue gravement malade. Certains disent qu'il a été empoisonné, d'autres que la maladie l'a consommé lentement. Et la vérité est que sa mort, enveloppée de mystère, a laissé le tsar encore plus isolé, plongé dans une profonde tristesse et une paranoïa. La perte de Marie, une femme qui, malgré les circonstances, avait réussi à gagner une certaine confiance du tsar, a marqué un tournant. Et sa mort approfondit l'écart entre Ivan et le reste de la cour. Et la méfiance est devenue son principal allié, tandis que la solitude est devenue sa prison. De plus en plus méfiant, il s'est éloigné encore plus du monde extérieur. La mort de Maria Temryukovna n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais un symbole du déclin de la santé mentale d'Ivan le Terrible. Sans sa femme à ses côtés, sa paranoïa a augmenté de façon exponentielle. Ses actions imprévisibles sont devenues encore plus erratiques et violentes. Son isolement l'a conduit à une spirale de folie dont il ne pouvait plus s'échapper. Dès que le duel est passé par Maria Temryukovna, quand Ivan, dans son instabilité émotionnelle, était déjà à la recherche d'une nouvelle épouse. Son regard a posé à Maria Nagaya, un jeune noble de beauté captivante, mais son choix a été considéré, par beaucoup, une union controversée. Et la noblesse russe murmura, parce que Maria Nagaya n'appartenait pas à la même élite que les épouses précédentes du tsar. Vous, tout comme eux, vous vous demanderez, quelle a motivé cette décision si précipitée? Apparement gênante. Certains historiens soulignent une stratégie politique. Épouser Maria Nagaya pourrait renforcer les liens avec certaines familles nobles qui avaient déjà ignoré. D'autres, cependant, croient que le tsar, dans sa folie, a été emporté par la beauté et le charme de la jeunesse de Marie. Le mariage a été célébré avec une somptueuse de la royauté russe, mais l'atmosphère a été chargée de tension. Le présage d'une nouvelle tragédie dans les airs. Vous savez que la cour russe était un lieu d'intrigue. Non. Le syndicat, depuis le début, a été marqué par la méfiance et la violence latente. Ivan, toujours irascible et volatile, a vu des ennemis partout, même dans sa propre femme. Et la jeune Marie, consciente du danger qui l'a entourée, a tenté de naviguer dans les eaux turbulentes de la cour tsariste avec prudence. Mais combien de temps cette paix fragile pourrait-elle durer? Vous, qui connaissez déjà l'histoire, savez que la folie du tsar ne connaît aucune limite. Et donc, après le mariage, le moment est venu que tout le monde s'attendait. La naissance de Dimitri. Pour Ivan, cet héritier a représenté un nouvel espoir, une occasion de consolider sa dynastie et de laisser derrière lui l'instabilité que ces années précédentes avaient marquée. Et la joie a temporairement inondé le Kremlin, l'éclipse, au moins un instant, les ombres du passé. L'arrivée de Dimitri a été reçue avec des célébrations somptueuses, bien que la joie soit une belle couche sur les insécurités profondes du tsar. Cette paix dure réelle. Dimitri serait-il l'héritier qui apporterait la stabilité au royaume? Les doutes ont corrodé l'esprit d'Ivan, même au milieu des festivités.
Le petit Dimitri est devenu le centre de l'attention, un symbole d'espoir pour un peuple fatigué de la violence et de l'instabilité. Mais l'ombre de la paranoïa d'Ivan était toujours présente, projetant sur l'avenir incertain du nouveau-né et du royaume lui-même. Mais la joie pour Dimitri était éphémère. Et la paranoïa d'Ivan, alimentée par des années de complot et de trahison, la saisit. Et à la vue des ennemis partout, même parmi ses propres parents. Et la menace constante pour son pouvoir la consommait, transformant son règne en un cauchemar de soupçons et d'exécutions. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Chaque murmure de la cour, chaque regard oblique, a été interprété comme un complot pour le renverser. Son esprit, autrefois brillant, était assombri de méfiance. L'image de l'héritier, Dimitri, au lieu d'être une source de réconfort, est devenue un objectif de ses peurs. Serait-il aussi une menace? La peur est devenue son seul conseiller. Les purges se sont intensifiées, éliminant quiconque pourrait représenter, même à distance, un danger pour son règne. L'atmosphère de la cour étouffait, imprégnée d'une terreur constante. Vous pouviez ressentir l'oppression, l'incertitude qui régnait dans cet environnement. Cette insécurité, cette profonde méfiance pour les autres, mais surtout en soi, est devenue le sceau distinctif de son règne. Ivan, le puissant tsar, était un homme effrayé, un prisonnier de ses propres démons, régissant un trône construit sur la peur et le sang. La mort de Dimitri a marqué un tournant dans la vie d'Ivan. Sa santé, déjà détériorée par des années d'excès et de stress, a commencé à diminuer rapidement. Les historiens parlent de forts maux de tête, d'épisodes de confusion mentale et de changements soudains d'humour, passant de la colère la plus excessive à une mélancolie profonde. Vous pouvez l'imaginer, embourbé dans une obscurité croissante, de plus en plus déconnecté de la réalité. Ces paranoïdes se sont intensifiés, devenant des hallucinations. J'ai vu des ombres et des ennemis, où il n'y avait pas de chuchotement de complot dans chaque conversation. Le poids de la couronne, la faute de la mort de son fils et la tension constante du pouvoir ont été consommés. Son esprit, autrefois aigu et stratégique, était fragmenté, incapable de discerner la vérité de la fiction. Certains historiens croient qu'il souffrait de syphilis, une maladie qui pourrait causer de graves dommages neurologiques, expliquant leur changement de comportement et de détérioration physique. D'autres indiquent un trouble mental, peut-être une forme de psychose, exacerbée par le stress et la tragédie. Quelle que soit la cause, la transformation d'Ivan a été dramatique, passant d'un pouvoir puissant à un homme consommé par la maladie et la folie. Les maux de tête et les hallucinations fortes se sont intensifiés. Ivan, de plus en plus paranoïaque, a vu des ennemis partout, même parmi ses propres proches. Et la mort de Dimitri, son fils et héritier, n'était pas un simple accident selon beaucoup, mais le résultat d'un conflit familial violent, une tragédie qui a scellé le destin de la dynastie. Imaginez la tension dans la cour, l'incertitude sur l'avenir, la terreur latente au cœur de chaque noble. Pour vous, il est difficile d'imaginer la souffrance d'Ivan, la faute que la carcomie. Était-il, dans sa folie, qui a causé la mort de son propre fils? L'histoire ne le clarifie pas complètement, mais les accusations de parricide ont fortement résonné dans les oreilles de chacun. Les soupçons planaient sur lui comme un nuage sombre, nourrissant la peur et la méfiance dans son environnement. La mort de Dimitri a marqué la fin d'une époque. L'héritier du trône, le jeune homme qui a promis un nouvel espoir pour la Russie, avait été victime de circonstances. Sa mort a plongé le tribunal dans le chaos, mettant l'accent sur la décadence mentale d'Ivan et projetant une ombre longue sur l'avenir de son royaume. C'est le coup final qui a détruit le peu de sa famille. L'agonie d'Ivan s'est intensifiée, avec elle, l'urgence d'assurer son héritage. Et elle savait que son règne, marqué par la violence et la paranoïa, avait laissé une fracture de la Russie. Au cours de ces dernières semaines, il a publié son testament, un document qui reflétait son caractère contradictoire. Un mélange de repentir et une forte détermination à contrôler même de la tombe du destin du pays qui avait tant aimé et dévasté. Il a nommé son plus jeune fils, Fédor, un homme d'un caractère faible et profondément religieux, un choix que beaucoup ont interprété comme une tentative d'éviter plus de 100 points. Cependant, la désignation de Boris Godunov, son fils in-law, en tant que régent, a fait allusion à une stratégie plus complexe et pour certains, dangereuse. L'influence de Godunov, un homme ambitieux et rusé, deviendrait un facteur clé dans l'avenir incertain de la Russie. Sa volonté, plus qu'un simple transfert de pouvoir, était une tentative désespérée de contrôler l'avenir de la Russie, même de la mort. Et elle a essayé de légiférer la paix. Mais la graine de la discorde a été semée. Et la complexité du document, les ambiguïtés et les omissions, laissaient la porte ouverte à l'interprétation et la lutte pour le pouvoir qui, inévitablement, suivrait sa mort. Votre plan réaliserait-il votre héritage? Deviendrait à l'origine d'une nouvelle ère de chaos? Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Ces dernières décisions, marquées par la paranoïa et la maladie, ont laissé un empire vacillant. Vous verrez comment la succession du trône, loin d'assurer la stabilité, a semé les graines des conflits futurs et des guerres civiles. L'aspirateur de pouvoir, après la mort d'un tsar impitoyable, s'est senti dans tous les coins de la Russie. Le jeune héritier féroce, désigné, était un homme de faible santé et de caractère, incapable de contrôler les puissants nobles qui aspiraient au pouvoir. Son règne était une transition instable,
Une période d'incertitude et des difficultés internes pour le contrôle du trône. Noté comment les machines gouvernementales, fondées sur la peur et l'oppression, ont commencé à s'effondrer. L'héritage d'Ivan n'était pas seulement des conquêtes territoriales, mais aussi d'une profonde instabilité politique et sociale. Vous verrez comment son règne, malgré sa brutalité, a laissé un pays avec des frontières élargies, mais avec une structure interne profondément fracturée, sur le point d'exploser dans une série de conflits. Un empire construit sur du sang, saignant maintenant lentement. Vous verrez, son règne était un jeu de peur constant. Ivan le Terrible a cultivé une terreur viscérale dans sa cour, une atmosphère de suspicion où chaque murmure, chaque regard pourrait être interprété comme une trahison. Elle était lui-même responsable de nourrir cette paranoïa, avec des punitions arbitraires et des exécutions publiques qui ont laissé tout le monde en suspense, se demandant qui serait le prochain. Sa cruauté était légendaire. Non seulement il était limité à ses ennemis politiques. Souvent, sa colère s'est déchaînée contre sa propre famille, ses amis et même les serviteurs. Et la violence est devenue un outil pour maintenir le contrôle. Un spectacle brutal pour rappeler tout son pouvoir absolu. Elle était le tsar, et sa volonté était la loi, une loi imposée par la terreur. Mais pourquoi tant de cruauté? Certains historiens soulignent l'insécurité profonde, une peur constante de la trahison qui l'a poussé avec une violence extrême. Son enfance, marquée par l'instabilité et la violence, aurait pu contribuer à cette personnalité paranoïaque. Et la mort de son fils et héritier, Ivan, a peut-être été le point culminant de cette spirale de folie et de méfiance. Son règne, un témoignage effrayant de la façon dont la peur et la cruauté peuvent même corrompre les plus puissants. Ivan le Terrible nous laisse une leçon. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'oppression, mais dans la justice et la compassion. Son héritage, cependant, reste un sombre rappel des conséquences de la paranoïa et déclenche la violence. Comme je vous l'ai dit, cette atmosphère de peur était la base d'Oprichnina, une police secrète créée par Ivan. Imaginez un réseau d'espions et de meurtriers, vêtus de noir, avec une tête de chien dans leur bouclier, symbole de la terreur qu'ils sèment. Ils étaient les Oprichniki, et leur mission était d'éliminer quiconque envisagerait une menace, des nobles, des paysans ou même des membres de leur propre famille. Ces méthodes étaient brutales. Les exécutions étaient courantes, souvent publiques et sanglantes, conçues pour terroriser la population. Les accusations étaient arbitraires, basées sur des rumeurs ou la simple suspicion de déloyauté. Il n'y avait pas de justice, seulement le caprice du tsar et la terreur implacable de son Oprichniki. Oprichnina n'était pas seulement limitée à la violence physique. Et la confiscation des biens était habituelle. Les boyardos, la noblesse russe, ont vu comment leurs terres et leurs richesses ont été prises sans contemplation, laissant une trace de ruine et de désespoir. L'économie du pays s'est considérablement affaiblie sous ce régime de terreur et de confiscation. Les conséquences de l'Oprichnina étaient dévastatrices. Et la terreur a prévalu dans le pays. L'économie s'est effondrée et la société russe a plongé dans un climat de peur généralisée. Bien qu'Ivan le Terrible dissolve finalement Oprichnina, son héritage de cruauté et de destruction a profondément marqué l'histoire de la Russie, laissant une cicatrice indélébile dans sa culture et dans sa ville. Mais ce réseau d'horreur n'a pas fonctionné dans le vide. L'Église orthodoxe russe, étroitement liée au pouvoir d'Ivan, a joué un rôle crucial. N'oubliez pas que la religion était la colle sociale, et le tsar, en tant que chef de l'Église, a été présenté comme l'élu de Dieu. Son autorité était divine, incontestable. Toute opposition n'était donc pas seulement une trahison du tsar, mais un blasphème contre Dieu lui-même. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. L'Église, à travers ses sermons et ses enseignements, a renforcé l'image du tsar en tant que monarque absolu, légitimant ses actions, même la plus cruelle. Les prêtres ont souvent agi comme des espions, signalant un murmure de dissidence. Pensez au pouvoir de la parole et de la foi, manipulé pour renforcer un régime tyrannique. La collaboration étroite entre l'État et l'Église a créé une atmosphère de contrôle total, où la vie de chaque sujet était soumise à la volonté du tsar, soutenue par la supposée volonté divine. Il n'y avait pas d'évasion. Toute tentative de défier le tsar a été considérée comme une hérésie, punie de la même gravité que tout autre crime, à plusieurs reprises avec la mort. Mais le pouvoir d'Ivan ne se limitait pas à la répression interne. Son ambition s'est étendue aux terres environnantes. Pensez au vaste territoire qui couvrait la Russie à l'époque, une mosaïque de principautés et de royaumes, d'autres rebelles fidèles. Ivan, avec son armée, a été lancé dans une série de conquêtes impitoyables, élargissant les frontières de l'Empire au détriment du sang et de la souffrance. La conquête de Kazan, en 1552, a été une étape cruciale. Imaginez la résistance imprenable, résistant les sièges pendant des siècles. Mais l'artillerie d'Ivan, supérieure et plus moderne pour l'époque, a réussi à ouvrir des lacunes sur ses murs, et la ville est tombée après une agression brutale. Kazan, centre d'un puissant tartare de Kanato, est devenue une partie de l'Empire russe en pleine croissance. Ce fut une victoire sanglante qui a ouvert la voie à de nouvelles extensions à l'est. Des années plus tard, Astrakhan, un autre centre tartare important, a couru le même sort. Et la chute de ces villes signifiait le contrôle russe sur la Volga, une artère vitale pour le commerce et le transport. Là, l'Empire s'est étendu à la Sibérie, un immense territoire et pratiquement inexploré, ouvrant de nouvelles routes commerciales et colonisant de vastes extensions de terre. Cette expansion, cependant, n'était pas exemptée de violence et d'oppression contre les peuples autochtones de la région.
Mais l'expansion territoriale d'Ivan n'était pas exempte de conflits avec d'autres empires européens. Telle la guerre de Livonie, contre la Pologne-Lituanie et la Suède, a été une longue et sanglante confrontation pour le contrôle des territoires baltes. Cette guerre, qui a duré des décennies, a consommé des ressources et des hommes, affaiblissant l'Empire russe, bien qu'il ait également ajouté de nouvelles terres à ses domaines. N'oubliez pas que pour Ivan, chaque conquête, chaque guerre, était une autre étape vers la consolidation de son pouvoir et la grandeur de la Russie. Mais son ambition ne s'est pas arrêtée à ses frontières. Imaginez, Ivan tissant un réseau complexe d'alliances et conflits avec les puissants royaumes de l'Europe. Le XVIe siècle était un creuset de guerre et de diplomatie. Et la Russie, sous son règne, a cherché sa place dans ce scénario international. Comment avez-vous réussi à naviguer dans cette mer d'intrigues et de négociations? Le commerce avec l'Europe était vital, mais aussi un champ de tension extrait. Les marchands anglais, allemands et néerlandais ont atteint leur port, à la recherche de peaux, de céréales et d'autres richesses russes, mais chaque transaction était un test de courant, un jeu d'échecs dans lequel chaque mouvement aurait pu avoir des conséquences imprévisibles. Les relations avec le Saint-Empire romain étaient particulièrement complexes. Ivan a cherché des alliés dans sa lutte contre les ennemis internes et externes. Mais la politique européenne était un dédale d'évolution des alliances et des rivalités. Pensez aux tentatives constantes d'Ivan pour assurer une aide européenne contre ses rivaux, mais aussi dans la méfiance et la rivalité qu'il a trouvée à chaque étape. Son règne était une période d'expansion territoriale et de consolidation du pouvoir, mais aussi une époque de grande tension dans les relations internationales. L'image de la Russie en Europe était celle d'un géant endormi, mais avec un formidable potentiel, un pays mystérieux et redouté à parts égales. Ivan obtiendra-t-il le terrible établir un endroit sûr et respecté pour la Russie sur la scène européenne? Mais les intrigues palatiales n'étaient pas seulement un jeu d'échecs pour Ivan. Il a déplacé les pièces et ces pièces étaient les boyardos, la noblesse russe. Pour assurer son pouvoir, Ivan avait besoin de la loyauté de certains, mais savait également comment utiliser la trahison des autres pour consolider son règne. Notez comment la confiance est devenue la peur et la peur, une danse mortelle de la fidélité changeante. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%, beaucoup de boyardos, habitués au pouvoir et à l'influence, ont vu à Ivan une menace. Sa brutalité et ses caprices étaient imprévisibles. Certains ont secrètement conspiré, cherchant à la détrôner. Imaginez des réunions clandestines, murmures dans les plans de trahison sombres qui tissaient entre la soie et le velours. La trahison était un outil aussi puissant que l'épée. Ivan l'a utilisé avec une maîtrise. Ceux qui ont osé le défier ou le déçu simplement ont été éliminés avec la même froideur avec laquelle il a joué aux échecs. Leur punition était brutale. Un message clair pour quiconque a osé douter de leur pouvoir absolu. Mais la fidélité avait également son prix. Les boyardos qui sont restés fidèles à Ivan ont été récompensés par la terre, les titres et le pouvoir. Cependant, cette loyauté était souvent un masque qui cachait la peur. Ils vivaient avec l'épée de Damoclès sur la tête, sachant qu'une erreur, une suspicion pourrait être leur condamnation à mort. Mais imaginez un instant la vie quotidienne en Russie du XVIe siècle. Vous, un paysan simple, vous levez avec le soleil, le froid pénétrant aux os. Le travail sur le terrain est difficile, dur, avec des jours sans fin cultivant du blé ou de l'orge, sous le loup vigilant des seigneurs féodaux. Vos outils sont simples, vos vêtements difficiles, la vie d'une lutte constante pour la survie. Dans les villes, l'image est légèrement différente, mais pas beaucoup mieux. Les marchands négocient sur les carrés, leurs marchandises exposées à l'extérieur, tandis que les artisans travaillent dans leurs ateliers, l'odeur de bois et de métal remplissant l'atmosphère. La vie urbaine était animée, avec un mélange d'opulence dans les demeures de boyardos et de la pauvreté extrême dans les quartiers marginaux. La religion était le centre de la vie pour la plupart. L'Église orthodoxe a joué un rôle fondamental, marquant le rythme des vacances et des jeunes. Les églises, bien que modestes dans de nombreux villages, imposées dans les villes, symbole du pouvoir et de la foi. Et la vie tournée autour de la terre, de la famille et de l'Église, une simple existence, mais dure et pleine d'incertitudes. Mais cette vie difficile, cette lutte quotidienne pour la survie, a été éclipsée par les légendes qui entouraient Ivan IV. Vous, comme les autres, auriez entendu des histoires sur leur cruauté, sur leurs explosions de fureur qui ont pris une vie innocente. Des rumeurs de ses propres soupçons vous auraient atteint, de la paranoïa qu'il a consommée, faisant de lui un monarque redouté et détesté. Il a été dit qu'il avait des pactes avec des démons, que ses décisions étaient motivées par les forces surnaturelles. Vous avez imaginé, peut-être, Ivan entouré de sorciers et de sorciers, chuchotant des sorts dans un Kremlin sombre. Et la figure du tsar est devenue un mélange de pouvoir absolu et de mystère terrifiant, une légende sombre qui a été transmise de génération en génération. Et vous, paysan anonyme, vous avez ressenti cette peur, ce mélange de fascination et de terreur envers un homme qui semblait défier les propres lois et nature de Dieu. Son nom, Ivan le Terrible, résonnait dans tous les coins du vaste empire, un avertissement, une malédiction, une légende qui se mêle à la dure réalité de votre existence. Mais que disent les chroniques? Vous vous demanderez comment nous pouvons savoir avec certitude ce qui s'est réellement passé. Et la vérité est qu'il n'y a pas de version unique, et il y a partie du mystère. Les chroniqueurs de l'époque, certains proches de la cour et d'autres plus loin, ont laissé leurs témoignages, écrits avec le stylo imprégné de leurs propres expériences et perspectives. Certains le peignent comme un souverain impitoyable, d'autres comme un leader fort, bien qu'avec une personnalité complexe.
Imaginez ces hommes, assis dans leur bureau, avec de l'encre tachant leurs doigts tout en essayant de capturer la réalité turbulente du règne d'Ivan. Ces histoires, souvent contradictoires, nous obligent à analyser chaque mot, chaque détail, pour essayer de reconstruire la vérité entre les lignes. Étaient des témoins directs de leurs atrocités? Ou percevaient-ils simplement des rumeurs et des spéculations? Il est crucial de comprendre que vos écrits ne sont pas objectifs. Chaque chroniqueur, influencé par ses propres croyances, loyauté et position sociale, façonne leur histoire à sa manière. Certains, près du tsar, auraient pu adoucir certains aspects de leur personnalité, tandis que d'autres, peut-être les adversaires, ont pu exagérer leur cruauté pour le discréditer. Vous devez apprendre à lire entre les lignes, à discerner entre la vérité historique et la propagande politique. Et prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais était-ce vraiment fou? Certains historiens soutiennent que l'image d'Ivan en tant que simple folle est une simplification excessive. Ils soulignent leur ruse politique, leur capacité à maintenir le contrôle d'un vaste empire et de leur capacité à manipuler leurs ennemis. Pour eux, la violence et la paranoïa n'étaient pas des signes de folie, mais des outils calculés dans leur jeu de puissance. La mort de son fils, Dmitri, par exemple, ne peut pas simplement être attribuée à une attaque de colère. Certains croient que c'était un acte prémédité, une élimination d'un éventuel rival du trône. Cette perspective interprète les actions d'Ivan non pas comme le produit d'un esprit perturbé, mais comme des actions froides et calculées dans un contexte de lutte pour le pouvoir. Tellement fou ou machiavélique? La réponse, comme c'est généralement le cas dans l'histoire, est probablement beaucoup plus complexe. Peut-être que la folie et le machiavélique astucia vivaient dans l'esprit d'Ivan le Terrible, un mélange mortel qui a façonné son règne et a laissé une marque indélébile sur l'histoire de la Russie. Il est difficile de séparer la maladie mentale de la stratégie politique dans votre cas. Mais son héritage transcende la controverse. Pensez à l'expansion du territoire russe sous son règne, à la consolidation du pouvoir du tsar et à la création d'un État plus centralisé. Tout cela, bien qu'à un coût terrible, a laissé une marque indélébile sur l'identité nationale russe. Sa silhouette, malgré ses atrocités, est devenue un mythe, un symbole de force, bien que souvent pervers, qui a influencé le récit et la perception de soi de la Russie pendant des siècles. Son règne a marqué le début d'un âge d'or dans l'art et l'architecture russe, bien que teint par l'ombre de sa personnalité. Les églises et les cathédrales construites pendant leur temps témoignent de la richesse et du pouvoir de l'Empire, reflétant un style architectural unique que nous admirons encore aujourd'hui. Imaginez les détails complexes, les icônes brillantes et la majesté de ces constructions, le reflet du pouvoir d'Ivan, bien que construits sur des fondations sanglantes. La littérature a également été affectée. Les chroniques de son règne, bien que souvent biaisées, nous offrent une vision, bien que partielle, de la vie en Russie du XVIe siècle. Ces récits, pleins de drames et de violence, sont devenus une partie intégrante du folklore russe, comme étant sa légende, pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui encore, son nom évoque des images puissantes, bien que souvent contradictoires, d'un passé complexe et fascinant. Mais comment se souviendra-t-il de Ivan le Terrible aujourd'hui? Son image a transcendé l'histoire, incarnée dans des œuvres d'art et de littérature qui reflètent les différentes perspectives sur son règne. Imaginez les artistes du XVIe siècle essayer de capturer l'essence d'un homme aussi complexe, si contradictoire. Comment représenteraient-ils leur cruauté, leur intelligence, leur paranoïa? Dans la littérature, sa silhouette a inspiré des romans, des pièces de théâtre et des poèmes, explorant souvent la nature de son pouvoir, ses motivations et les conséquences de ses actions. Pensez aux interprétations contrastées qui ont été faites au cours des siècles, de la glorification à une conviction absolue. Chaque auteur a vu quelque chose de différent en lui. Des représentations iconographiques dans les icônes religieuses au portrait réel, l'image d'Ivan le Terrible a été modifiée et réinterprétée au fil du temps. Chaque époque a projeté ses propres préoccupations et valeurs à son sujet, créant une figure historique fascinante et multiforme. Pouvez-vous imaginer à quel point les artistes contemporains verraient? Mais son héritage va bien au-delà des peintures et des romans. Pensez à la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Quelle partie de sa structure, de sa culture, est due à Ivan IV? Son règne, malgré sa brutalité, a marqué un tournant dans la consolidation de l'État russe. Il a réussi à étendre considérablement les frontières du pays, soumettant de nombreux directeurs et tribus, jetant les fondements de l'Empire qui viendrait plus tard. De plus, Ivan la Terrible puissance centralisée a implacablement, créant un système administratif plus efficace, bien que brutal. Ce processus, bien que taché de sang et d'oppression, a contribué à la formation d'une identité nationale plus forte, la plus difficile et cohérente. Imaginez l'impact d'une figure aussi dominante, façonnant un pays à son image, pour le meilleur ou pour le pire. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Son règne a également laissé une profonde marque sur la culture russe. Malgré la violence, il a promu le développement de l'art, de l'architecture et de la littérature. Beaucoup d'églises et de monuments que vous admirez aujourd'hui ont leurs racines à l'époque Ivan. Pouvez-vous imaginer l'impact que son chiffre a eu sur le développement de cette architecture caractéristique? Mais comment Ivan compare-t-il le Terrible avec les autres rois absolutistes européens? Sa cruauté, sans aucun doute, était extrême, même par rapport à des chiffres tels que Henrique VIII d'Angleterre, connu pour ses 6 mariages et exécutions. Cependant, contrairement à Henrique,
qui a consolidé son pouvoir par une réforme religieuse, Ivan s'est accroché à l'orthodoxie russe, utilisant la religion pour légitimer son autorité. Alors que Louis XIV de France a construit Versailles comme symbole de son pouvoir absolu, Ivan s'est concentré sur la consolidation du territoire russe, élargissant ses domaines à travers la conquête et la répression brutale. Contrairement aux rois européens qui se souciaient de l'image publique et du raffinement de la cour, la brutalité d'Ivan était sans vergogne et n'a pas tenté de se cacher. La centralisation du pouvoir entre les mains d'Ivan était comparable à celle des autres monarques absolutistes, mais leur méthode était beaucoup plus violente. Bien que Felipe II d'Espagne ait également exercé un pouvoir absolu, son règne a été caractérisé par un système bureaucratique élaboré et une politique étrangère complexe. Contrairement à l'approche la plus directe et la plus brutale d'Ivan, il n'a pas utilisé de diplomatie subtile, mais une force brute. Mais de retour à Ivan, saviez-vous que son pouvoir, sa proclamation de soi en tant que tsar, était profondément lié à l'héritage byzantin? L'Empire byzantin, avec sa riche histoire et sa tradition impériale, a laissé une marque indélébile en Russie. Pensez à la majesté de la cour, de la pompe et de la cérémonie, de l'utilisation de titres impériaux. Tout ce qui boit directement à partir des sources byzantines. Pour Ivan, l'adoption de la tradition byzantine était de justifier son pouvoir absolu, de se présenter comme l'héritier légitime d'une grande tradition impériale. L'idée d'un tsar, d'un empereur russe avec un pouvoir absolu, n'est pas survenue de rien. C'était l'aboutissement d'un long processus d'imitation et d'adaptation de la culture byzantine. Le même titre de tsar, une variation de César, dit tout. Ivan a non seulement imité la forme du gouvernement byzantin, mais a également adopté des symboles et des rituels qui ont renforcé leur autorité divine, comme la cérémonie de couronnement, avec des réminiscences directes de la tradition impériale Byzantine. Même l'architecture de Moscou, avec ses églises avec des dômes d'oignons, reflète l'influence byzantine. Ces églises, avec leurs couleurs vives et leurs formes imposantes, ont servi non seulement comme des lieux de culte, mais aussi comme des symboles de la puissance du tsar. Ils étaient une manière visuelle de connecter le tsar avec la grande tradition impériale byzantine, de légitimer son domaine et de montrer son pouvoir à travers la grandiosité de ses constructions. Tout a été soigneusement orchestré pour transmettre une image de puissance absolue et inébranlable. Mais l'Église orthodoxe n'était pas seulement un spectateur passif sous le règne d'Ivan. Imaginez l'opulence des églises, les icônes étincelantes, le pouvoir des métropolites. Il légitime leur règne, bénissant leurs conquêtes et leurs guerres, offrant une couche de sainteté à un homme aussi brutal. L'Église est devenue un pilier fondamental de son gouvernement, bien que parfois la relation était complexe. Ivan, malgré sa cruauté, a utilisé la religion pour consolider son pouvoir. Pensez aux processions religieuses, aux rituels somptueux, à la construction des églises. Tout un déploiement de pouvoir qui a renforcé son image de tsar choisi par Dieu. Mais dans quelle mesure votre foi était-elle sincère? Ou était-ce simplement un autre outil politique? L'Église, quant à elle, a grandement bénéficié d'un véritable parrainage. Elle a reçu des terres, une richesse et un grand pouvoir politique. Cependant, l'ingérence d'Ivan dans les affaires ecclésiastiques a été constante. Nomme même et rejeter les métropolites à volonté. Une relation de dépendance mutuelle, mais aussi de tensions et de conflits. En résumé, la relation entre Ivan la Terrible et l'Église orthodoxe était complexe et contradictoire. Une alliance stratégique qui a profité aux deux, mais a été marquée par le pouvoir absolu du tsar et l'ambivalence de l'institution religieuse face à la brutalité de son règne. Un équilibre précaire sur un abîme de sang et d'ambition. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais qu'est-ce qui a incité Ivan à de tels extrêmes? C'est la question qui nous tourmente toujours. Certains indiquent leur enfance traumatisante, marquée par la violence et l'instabilité. D'autres parlent d'une maladie mentale, d'une paranoïa qui l'a consommée. C'était peut-être une combinaison de facteurs, un mélange mortel de pouvoir absolu et un esprit fracturé. L'image que nous avons laissée est celle d'un homme contradictoire. Un dirigeant capable de grandes réformes, élargissant le territoire russe et créant un code juridique, mais aussi un tyran impitoyable, capable de tuer leurs propres enfants. Son héritage est une énigme, un mélange de réalisations impressionnantes et d'horreurs inimaginables. Son histoire nous rappelle la fragilité du pouvoir et de la complexité de l'être humain. Et elle nous confronte à l'obscurité qu'il peut vivre même dans le cœur des grands leaders. Ivan le Terrible n'était pas un monstre simple, mais un personnage profondément humain, avec ses lumières et ses ombres, ses triomphes et ses tragédies. Un roi qui continue de nous fasciner et de nous horrifier également. Alors, Ivan était-il un monstre impitoyable ou victime de sa propre époque? C'est une question complexe, sans réponse facile. Beaucoup le peignent comme un tyran fou, responsable de la mort de milliers. Mais combien de cela est vrai et combien est une légende, exagérée par l'histoire ou ses ennemis? Par exemple, l'histoire de la mort de son fils, Ivan, est un bon exemple. On dit qu'il a frappé dans une discussion, provoquant la mort. Mais était-ce un acte de meurtre prémédité ou un accident tragique à un moment de colère incontrôlable? Les sources historiques sont contradictoires, ce qui nourrit la légende. Un autre mythe commun est celui de sa paranoïa et de sa brutalité systématique. Certes, il était un souverain cruel, mais était-ce aussi impitoyable que l'histoire le peint? Des recherches récentes suggèrent que,
Bien que les atrocités engagées, l'image d'un monstre sans sentiment est une simplification excessive d'une figure historique complexe. Alors, qu'est-ce qui vous éclaire? Ivan le Terrible était un roi puissant, un homme profondément complexe, avec ses lumières et ses ombres points. Ce qui est certain, c'est que son règne a laissé une marque indélébile sur l'histoire de la Russie, une histoire pleine de mystères, de violence et de questions sans réponse définitive. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Ivan the Terrible. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à Plus d'Histoire. Que pensez-vous de votre règne? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.